Dongem bom, dongem bom, dongem bom, dongem bom. Quand t'as le temps qui s'ouvre, que tu te dis que là ça va durer un mois, si c'est pas deux, tout d'un coup, on fait rien. Tu dis, le temps va être beaucoup plus ouvert, alors que, en gros, qu'est-ce que ça change? Bah, si t'as tous les trucs d'annuler, ce que ça fera sur les questions financières, bon. Mais il y a tellement pire. Puis, les questions d'école, de garder les enfants, les laisser à l'école ou dans les lycées ou tout ça. Toi, tu y échappes. Ça t'empêche pas d'y penser. Après, question de la marchandise culturelle, producteur de culture. Bon, on se dit que le monde, il en a rien à foutre, et puis que, bon, ça ferme pour tous ceux qui sortent des bouquins, etc. C'est pas que t'as de la solidarité, c'est que tu te dis, de toute façon, ça aussi, ça va s'élargir. Alors, tu rumines. C'est pas l'état de stupéfaction ou de sidération qu'il y avait eu au 15 mars, où tout d'un coup, t'es comme dans les dessins animés, t'as passé sur cette espèce de rebord, tu continues de pédaler, puis tu dis « Ah, il n'y a plus rien dessous !» En mars, j'avais fait cette série tous les jours, lire et commenter un petit bout de Marcel Proust. Ça avait été super. Il y a une trentaine de chroniques Proust comme ça, mais j'ai pas envie de le refaire. Faut en plus en profiter pour rentrer dans les intérieurs. Là, je regardais mes Lovecraft, par exemple. Non, Lovecraft, quand ça c'est une sélection des principaux récits. Bon, il y en a un à la fin qui me fait de l'œil, mais j'ai toujours pensé que ce serait un peu funambule. The Dream Quest of Halnon Cadath. La quête en rêve de Cadath, l'inconnu. Et je sais que pour moi, ce sera l'achèvement de mon chantier Lovecraft, cette traduction. Mais là, dans ces grosses pages, c'est 80. Ça fait exactement 4 fois comme la chose sur le seuil. Ça fait exactement presque une fois et demie comme Ténèbres sur Innsmouth. Donc je pense que je vais me remettre à Lovecraft, peut-être plutôt sur son année New York. On va voir. De toute façon, j'ai mon livre Flusseur. Je vous en ai parlé de ça. J'en ai jamais vraiment parlé parce que quand on fait des boulots comme ça, c'est Walter Benjamin qui dit l'envie que tu as d'en parler, c'est une des plus fortes aides pour continuer à faire le travail. C'est un des derniers travaux de Wilhelm Flusser. Ça s'appelle Die Schrift, l'écriture, avec un sous-titre Hat Schreiben Zukunft, point d'interrogation. L'écriture a-t-elle un avenir? La traduction anglaise, elle est devenue un best-seller. Does writing have a future? Donc il n'y a plus écriture comme ça, mais le mot does writing have a future reste un coup de poing. Et moi, il faut bien que je reparte de l'allemand. Puis c'est une drôle d'histoire parce que ce livre, Flusser, l'a publié juste 2 ans avant sa mort. Puis vous savez que c'est quelqu'un qui était né à Prague, en Tchécoslovaquie, au moment de l'hitlérisme, que ses parents ils sont partis. C'était un exil en Angleterre, en France, au Brésil. Il avait vécu aussi aux USA, ensuite en Allemagne. Et dans chaque pays, par exemple, même en France, il avait une maison à Pertuis, juste là au-dessus d'Aix-en-Provence, à la limite, dans le Vaucluse. C'est quelqu'un qui avait fait le choix d'écrire dans la langue du pays qui l'hébergeait. D'où le magnifique, le très emblématique Les Gestes, avec cette version qui a été écrite en français directement, qui est différente de la version qu'il a pilotée pour l'anglais, le portugais, l'allemand, etc. Et Die Schrift, la construction, ce qui est formidable, c'est que chaque chapitre, c'est un état particulier du rapport à l'écriture. Ça va sur, y compris l'étagère à ranger les livres, ça va sur l'écritoire, la visite dans les magasins de papeterie. Je viens juste de finir ce chapitre-là. La question des journaux,
les brouillons, les journaux intimes, etc. Mais il y a aussi lire la presse, lire les hésitations, et puis cette question qui est là, dans la mesure où l'écriture se constitue pour un mode de publication qui permet sa reproduction, le livre, donc monodique, ça parle justement de la fabrication des lettres, de la constitution d'alphabet, tout ça avec une suite de petits chapitres très précis. C'est hyper excitant. Il faut lire beaucoup en parallèle. Je relis McLuhan, Kittler. Avec tous les livres dont je parle, j'ai déjà une pile grosse comme ça. En général, à ce niveau-là, ça tarde pas à s'écrabouiller. Évidemment, là, je vais m'y recoller solidement à mon flusseur. C'est étonnant aussi de voir comment ce qui se réfléchit dans la traduction anglaise, qui est une super belle traduction, qui a eu un énorme impact aux États-Unis, mais impact à partir du moment où il y a la révolution numérique. C'est-à-dire, Flusser, il parle toujours de ce qui va se produire avec la révolution numérique, mais c'est encore dans les limbes, c'est à peine des tout petits embryons de choses, même si c'est très très présent. Bon, enfin voilà, ça va être mes matins. Enfin, espérons que ce sera les matins. Alors je m'étais dit, pour que ce journal il continue et qu'il soit pas trop long, aujourd'hui dans cette journée bizarre, il faut que tu trouves 3 trucs rigolos. Je m'étais donné ça comme défi. Vous y arriveriez, vous, pour la journée d'aujourd'hui, à trouver 3 trucs rigolos? Ah non, il y a cette taré qui s'est précipité sur des gens à Nice avec un couteau pour égorger. On peut plus, quoi. On n'en peut plus de ça. Avec une sorte de culpabilité. Est-ce qu'on a été assez fort, nous-mêmes, dans tenir à distance le fait religieux, combattre le fait religieux, combattre le fait de toutes les religions? On n'engendre pas ces tarés s'il n'y a pas ce substrat de religion. C'est pas parce qu'on enlève le substrat de religion qu'il n'y aura pas les tarés. Mais à un moment donné, on n'est pas indemne de ça. Quand tu travailles l'histoire et tous les massacres catholiques, c'est pas bien mieux. Mais c'est pas le propos. Ici, on parle pas de ces choses-là. J'avais décidé de trouver des choses rigolotes. C'était en s'arrêtant à la boulangerie. Devant la caisse de la boulangerie, il y a une agrandie du journal local qui s'appelle La Nouvelle République du Centre-Ouest. J'ai eu affaire à eux. Ça fait 25 ans que j'habite dans cette région, mais ça les intéresse pas. C'est nos boulots. Donc c'est réciproque. Mais quand tu es à la boulangerie, que tu payes avec ta carte sans contact ton bout de pain pour 2 jours, là, c'était ça la formule. Je me remets sur l'ordi, on tourne, on va le voir. Je crois que ça va être là. À Tours, encore trop peu de corps réalistes affichés en vitrine. Cette phrase, je n'arrive rien à piger. Ça. Trop peu de corps, mais trop peu de corps réalistes. Donc tu veux des corps réalistes, tu veux fabriquer des corps réalistes. À Los Angeles, il y a une super petite boîte qui s'est spécialisée dans la fabrique des corps réalistes pour les thrillers, vous savez, les séries barbares, là, où ça égorge, assassine, viscère, tout ça. Affiché en vitrine. Il faut faire des corps pour les afficher en vitrine et il faut que ces corps soient réalistes. Alors si tu lis l'article, après, bon, je l'ai ouvert par mois, on a droit à en lire 4 et surveille. Bon, moi, je ne vais pas payer pour ce machin. Mais l'idée, donc, elle est simple à comprendre. L'espace public uniformise le corps des femmes. Alors c'est marrant, par exemple, il y a la dame qui tient la boutique Etam et dit « Bah oui, ça change parce qu'avec les confinements, on s'habitue à ne plus emporter de soutien-gorge. » Autant de choses qui, moi, me concernent très peu, évidemment. Mais donc il y a cette idée que pour vendre tes fringues fabriquées à Taïwan ou en Chine, il faut que ce soit sur des espèces de bricolos en plastique et qui tiennent beaucoup plus de l'esthétique de Giacometti que du Balzac de Rodin. Et donc une manière pour eux de rectifier, c'est de dire: dans les vitrines, installons des corps qui soient l'image de nos corps. Ben, nos corps quoi? C'est ma tronche.
nos corps déformés, nos corps épaissis, nos corps qui savent plus se défendre dans ce... Et c'est tout ça que je suis en train de se dire. Pourquoi, si j'achète une fringue et un rêve de fringue, il faudrait qu'elle soit sur un mannequin réaliste? Pour commenter plus, c'est pas je... Mais c'est ce trop peu de corps. S'ils avaient dit trop peu de mannequins réalistes dans nos vitrines. Oui, mais le corps en vitrine, Amsterdam et tout ça, c'est autre chose, le corps en vitrine. Et pourquoi la notion de vitrine? Ils ont beaucoup travaillé, Walter Benjamin, avec les passages parisiens, et puis l'irruption de la marchandise avec le fer et l'acier qui a permis ces trouées de passages, et que tout d'un coup, effectivement, la transparence permettait d'installer la marchandise à portée de vue. Bon, mais c'est même pas rigolo, en fait, hein, mon truc. C'est juste que la phrase, qu'est-ce que c'est bizarre. À Tours, et chez vous, c'est différent, encore trop peu. Marchons, exigeons des corps réalistes, affichés en vitrine. Puis après, alors je me suis dit, je vais quand même en trouver des trucs rigolos. Même là, vous voyez, je regarde dans mes emails, je fais des emails, tu en reçois 80 par jour. En fait, on a 5 intéressants. Alors, il y en a pas mal qui vont dans les indésirables, ça va. Là, je me désabonne du maximum aussi de listes et tout ça. Et puis, vous avez, il reste des pubs que tu sais pas pourquoi ils te l'envoient. Par exemple, une dame qui s'appelle Marie-Claire Châtelain. Elle est peut-être tout à fait honorable, Marie-Claire Châtelain. Grand prix du roman de l'Académie française. Mais pourquoi ils m'envoient ça à moi? C'est pas moi qui ai été demandé. Qu'est-ce que j'en ai affiche? Moi, je suis membre fondateur du comité pour la dissolution de l'Académie française. Et fier. Alors, elle me dit que dans la sélection, à l'attention de Monsieur François Bon, c'est moi. Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Que ça s'affiche correctement ou pas, que si on est affiche, puisque je me fiche du message. Communiqué de l'Académie française sur la proclamation du Grand Prix du roman. Là, déjà, t'es plus dans la Nouvelle République. Communiqué de l'Académie française sur la proclamation du Grand Prix du roman. Tenant compte du confinement et de l'incertitude pesant sur la réouverture des librairies, l'Académie française a décidé de reporter la proclamation du Grand Prix du roman au jour où elles seront autorisées à reprendre leur activité. Le bureau de l'Académie française, Sir Michael Edwards, directeur, Monsieur Dany Laferrière, chancelier, et pourtant c'est un mec bien, Dany, le pauvre. Marie-Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle. EL, c'est un monsieur, Madame Hélène Carrère d'Ancos. Sinon, ils auraient mis secrétaire perpétuelle. Elle est quand même. À l'Académie, il faut quand même qu'ils fassent des fois des petits efforts. Enfin, bon, c'est pas rigolo, puis vous voyez, mais c'est emails. Alors, j'en avais trouvé deux quand même. Un qui était marrant. Ah ouais, c'est Facebook. Facebook fait de la publicité pour eux-mêmes. Alors, ce qui est un peu aussi très ambigu, ils disent Facebook, vous l'avez sur votre téléphone dans une appli, vous l'avez sur l'ordi dans le navigateur. Messenger est devenu une appli, mais ils ont du mal. On ne doit pas être beaucoup à s'en servir, moi je m'en sers pas. Alors, ils disent, tu prends un petit machin, ça va être comme un petit iPad, mais qui tient debout, et puis en gros, tu auras juste 3 boutons, quoi. C'est-à-dire, ta mamie saura appuyer sur le bouton. Et puis, si tu veux montrer, par exemple, comment est ta maison, tac, tu tournes et tout ça. Et ça s'appelle Portal. Et donc, pas Michel. Michel, c'est un ami. Mais il n'a rien à voir là-dedans, Michel Portal. Alors, c'est Portal from Facebook, Portal, l'outil d'appel vidéo vraiment intelligent, capable de réunir toute votre famille en un appel. Je ne doute pas que ce soit bien pour les gens qui utilisent ces outils principalement. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'est-ce que c'est vraiment intelligent? Alors, adverbe, adjectif, on est dans le correct. L'Académie française n'y verrait rien. Qu'est-ce que c'est que l'intelligent? J'en parlais pour mes histoires de bagnole. Mon petit GPS, il est hyper intelligent parce qu'il dit si c'est trop embouteillé, je vais lui faire. Puis s'il a l'habitude d'aller à tel endroit, je stocke, etc., etc. Donc j'ai rien contre les algorithmes intelligents. Quand j'écoute de la musique, j'essaye de. La difficulté, c'est de savoir ce que je veux écouter. Mais l'algorithme me propose des réponses qui ne sont pas des avalements de la curiosité, mais donc l'intelligence machinique, on travaille tous dessus.
Mais le vraiment intelligent, vous pourriez m'expliquer la différence? Et qui proclame que c'est vraiment intelligent? Est-ce qu'ils ont demandé à l'Académie française Facebook savoir ce qui différencie l'intelligent du vraiment intelligent? Alors, et puis vous voyez, c'était ça qui était le truc. Parce qu'à chaque fois, tu dis, ah ça, tiens, tu peux te le fader, paf, dans ton petit édito. Puis après, tu te dis, putain, mais non, c'est pas rigolo, ça. Et non seulement ils te prescrivent ça, et non seulement ils veulent te vendre leur plastoc, mais en plus, il dit, tout le reste, c'est pas intelligent, et même toi, t'es pas intelligent. Nous, on est intelligents, mais vraiment. Et des fois, il fait ce bac. Ah, et puis ça, écoutez cette phrase. Rappelez-vous l'Académie française sur les livres, les auteurs, la littérature. Dites non au banal, au superflu ou à la passivité. Criez oui au style, à l'efficace, à l'action. Cassez les codes, jouez l'audace. C'est rigolo parce que là sur Twitter, je disais un message. Alors c'est rigolo parce que là, juste il y a 30 secondes, sur Twitter, je lisais un message de Joachim Séné qui disait « Mais il y en a marre de même tous ces journaux, ces trucs qui ne parlent que des éditeurs, les gros, le Saint-Germain-des-Prés, et ce qui se fait de vraiment intelligent, de chercheurs, de curieux. Non, c'est la machine elle-même qui les pousse sur les bords. La même où les temps deviennent dangereux, fragile, cette machine se recentre sur précisément ce qui fera certainement une belle ruine, mais rien de plus. Et donc Joachim Séné, il disait, et il parlait d'un livre de Christine Janet, « Je retourne lire Les petites cosmogonies de Christine Janet, ce que tout le monde devrait faire. » Alors, quand toi tu passes de ça à ça, tu te dis, « Waouh, peut-être c'est Publinet qui, pour parler de Christine Janet, a fait cette publicité. Christine Janet, dites non au banal, au superflu ou à la passivité. Christine Janet, criez oui au style, à l'efficace, à l'action. Cassez les codes, Publi.net. Jouez l'audace, Publi.net. Et ils le font, j'en parle d'autant plus à l'aise que c'est moi qui l'ai fondé en 2008. En 2013, Burnout, il était temps que je rippe mes chaussettes. Et que maintenant, avec l'équipe, là, Philippe Aigrin, Guillaume Fissac, Roxane Lecomte, ça tient le coup, Publi.net. Bon non, c'est une publicité pour les voitures Opel. D'ailleurs, c'est marrant, publicité bien genrée, parce que à qui ça peut s'adresser ce vocabulaire? Dites non au banal, au superflu, à la passivité. Criez oui au style, à l'efficace, à l'action. Cassez les codes, jouez l'audace. C'est quoi Opel? C'est une sous-marque de Peugeot, comme Citroën est une sous-marque de Peugeot. Alors ça pourrait faire en meilleur français. Dites non au banal avec votre voiture Opel, au superflu avec votre voiture Opel, ou à la passivité avec votre voiture Opel. Criez oui au style avec votre voiture Opel, à l'efficace avec votre voiture Opel, à l'action avec votre voiture Opel. Cassez les codes avec votre voiture Opel, jouez l'audace avec votre voiture Opel. Ah, ça n'a plus rien à voir avec la littérature. Mais vous voyez, c'était pas si rigolo que ça non plus. C'est une journée de mort. Bon, on retentera le coup de main quand même. C'est ça les piles de livres. C'est pour poser ta tête de façon résignée. Et pas complètement con.